Bonjour, bonjour. Alors, imaginez que vous êtes à plusieurs kilomètres de la côte de la Floride. Vous tenez dans vos mains un poisson que vous venez d'attraper. Je ne suis pas en plein milieu de mon slide. Bon. Vous tenez dans vos mains un poisson que vous venez d'attraper. Vous réfléchissez déjà à comment vous allez le faire cuire ce soir. Quand tout à coup, face à vous, se retrouve un requin-tigre de 8 pieds de long. Fait que là, votre cœur se met à battre à tout rond, puis vous vous demandez vraiment qu'est-ce que vous foutez là, puis pourquoi vous n'êtes pas devant votre TV à la place. Le petit poisson vient tout juste d'apprendre qu'il n'est pas en haut de la chaîne alimentaire, et vous voici en train d'apprendre exactement la même leçon. Qu'est-ce que vous pensiez serait votre réaction face à ça? Qui pense qu'il paniquerait complètement? OK. Qui pense qu'il resterait complètement calme? OK. Qui pense qu'ils pousseraient leur partenaire de plongée devant eux en pensant que le requin les mangerait peut-être? Ce jour-là, j'ai appris qu'il y a vraiment une très grande différence entre qui on est et qui nous pensons que nous sommes. Oh, ça faisait pas trop sens en français, ça? Donc, je m'appelle Valentine Thomas, j'ai 32 ans. Et il y a 3 ans, j'ai tout quitté, en fait, de devenir pêcheuse professionnelle au harpon. J'ai aujourd'hui ma compagnie et je parcours le monde afin d'attraper ma propre nourriture de manière éco-responsable. Quand j'avais 14 ans, j'étais dans le sud de la France avec mes parents et puis je me suis fait prendre par un courant de fond. J'ai perdu connaissance. Le lifeguard est venu me chercher, l'hélicoptère m'emmenait à l'hôpital. Donc, c'était vraiment pas une très bonne journée pour moi. Donc, je pense qu'on peut dire que l'océan et moi, c'était pas vraiment le coup de foudre. On pense d'ailleurs souvent que je suis vraiment quelqu'un de super courageuse pour faire ce que je fais. On pense que je fais de la pêche depuis que je suis petite. Mais en fait, la vérité, c'est que je suis une grosse moumoune. L'élément principal qui m'a gardé loin de l'océan et aussi d'accomplir beaucoup de choses dans ma vie, ça a été mon combat quotidien avec l'anxiété pendant plusieurs années. Jusqu'à ce que j'ai genre 12 ans, mes parents ne pouvaient pas me laisser tout seul à la maison parce que j'avais peur de me faire kidnapper par un voleur ou des trucs complètement ridicules. Mais je suis née anxieuse. Je suis née en étant le nez dans les livres, puis j'ai grandi en étant la petite fille qui avait peur de son monde. Puis c'est comme si c'était en moi. Donc, ça n'a pas vraiment surpris personne qu'à l'âge de 18 ans, j'ai commencé à avoir des crises de panique. Donc, j'ai commencé à avoir de l'agoraphobie. L'agoraphobie, ça, c'est quand tu as peur des lieux publics puis des foules. Ça veut dire qu'à 18 ans, il n'y avait pas de métro, pas de bar, pas de bowling, rien du tout. À ce moment-là, avec l'aide de la thérapie puis de mes amis, j'ai réussi un peu à passer par-dessus ça. Et puis, j'ai réussi à transformer mon inconfortable en confortable. C'est un peu devenu ma façon de vivre après ça. Lorsque je me trouvais dans une situation qui était inconfortable, j'allais continuer, jusqu'à temps que ça allait devenir confortable. J'ai super peur des hauteurs. Mais si je veux sauter en parachute 150 fois, à un moment donné, j'aurais plus peur des hauteurs. Ça l'applique à un peu tout dans notre vie. Mais avant que je fasse le lien avec comment tout ça est relié à mon travail, on va commencer par le commencement. Donc, j'ai toujours été quelqu'un qui a été très axé sur ma carrière. J'ai fait mon bac en droit à l'Université de Sherbrooke. Après, j'ai fait ma maîtrise à l'Université de Montréal. J'ai toujours rêvé de devenir une grande avocate criminaliste. Je voulais être la meilleure dans mon secteur professionnel, avoir une grosse maison, avoir une voiture de luxe. Je viens d'une famille intellectuelle. Ma mère était avocate corporative. Et puis, j'ai vu ma mère passer de très nombreuses nuits au bureau à travailler. Mes parents pensent beaucoup que pour avoir du succès dans la vie, il faut étudier, il faut avoir une carrière respectable et puis tout ça. Donc, j'ai suivi cette route-là en pensant que j'allais me sentir non seulement accomplie, mais également avoir du succès et être heureuse. Le vrai rêve américain. Ça, c'est mon mari, George Clooney. Quand j'avais 7 ans, j'ai regardé ma mère droit dans les yeux puis j'ai dit « Moi, là, quand je vais être grande, là, j'aime mieux avoir une job qui paye, mais que j'aime pas, que d'avoir une job qui paye pas, mais que j'aime. » À 7 ans. Parce que dans ma tête, ça pouvait pas être autrement. Parce que dans ma tête, c'était avoir du succès, c'était d'haïr sa job,
Puis d'avoir une job que tu aimais, c'est d'être pauvre. Puis pour moi, avoir les deux, c'était comme pas possible. Puis l'entrepreneuriat, c'était dans ma tête, là, c'était pour des génies là, qui avaient des bonnes idées. Il fallait que tu inventes l'équivalent de la clip à pain là, pour faire avoir ta propre compagnie. Puis l'entrepreneuriat, c'était pas pour les gens ordinaires comme moi. Donc, afin d'atteindre mon fameux rêve américain, j'ai regardé de l'avant en pensant que mon avenir était complètement tracé. Après ma maîtrise en droit, il y a quelque chose qui m'empêchait quand même de me lancer dans ma vie professionnelle. Il y avait quelque chose qui m'empêchait de faire le saut dans ce système-là pour lequel j'avais pourtant travaillé toute ma vie pour y arriver, puis qui était aussi mon rêve. Je me rappelle d'être assis à mon bureau, puis de ne pas me sentir à ma place. J'ai commencé à me sentir claustrophobe en pensant à mon avenir. Puis non, c'est pas parce que je suis paresseuse et que je suis une milléniale. J'avais juste l'impression que je ne fitais pas où est-ce que j'étais. Donc, j'étais dans la début vingtaine, je savais pas quoi faire. Puis surtout, je savais pas ce dont j'étais capable. Donc, j'ai décidé de prendre mon passeport, puis je suis partie m'installer en Europe. Désolée, mon coronavirus, il va pas bien. Je savais toujours pas ce que j'allais faire de ma vie à ce point-là, mais j'avais déjà fait un move. J'étais partie, donc j'avais déjà fait quelque chose. J'arrive à Londres avec mes 2 valises. Je me suis dit, je vais me prendre un appartement pour 2 mois. Après 2 mois, ben, je vais avoir un job, je vais me trouver un endroit où habiter. Évidemment, après 2 mois, j'avais ni job ni appartement. Fait que là, j'ai décidé que ben, je vais me réinscrire à l'université. C'est comme mon plan, il se passe pas tout comme prévu. Je vais faire ma conversion de droit pour pouvoir pratiquer le droit en Angleterre. Tu sais, je me suis dit, moi, je vais être avocate depuis que je suis petite. Donc, le problème, ça peut pas être ça. Parce que c'est mon rêve d'enfant. Donc, c'est impossible que ça soit ça. Au début, je me disais, ben, ça doit être le Québec, ça doit être l'endroit, le problème, et non la profession. Donc, j'ai suivi un peu ça. Puis là, je me suis rendu compte que, bon, ben, finalement, c'est peut-être pas ça. Donc, j'ai commencé à travailler en finance. Donc, j'ai découvert autre chose. J'ai découvert un nouveau travail qui m'a donné un peu une nouvelle perspective. Ça m'a donné une espèce de petit challenge intellectuel aussi, puis j'aimais ça. C'était pas si super. Mais il y avait un peu quelque chose qui encore là, que je trouvais qui fonctionnait pas. Mais à ce point-là, j'avais une belle vie. J'avais un bel appartement, j'avais 2 chiens, j'avais une relation stable, j'avais une Mercedes de l'année. Mais j'ai appris une leçon assez cruciale à ce moment-là. C'est que des fois, c'est pas ce que tu décides qui a le plus grand impact sur toi, mais c'est des occasions qui vont se présenter à toi. Donc, j'ai rencontré un gars dans un avion. J'allais à l'Ibiza me faire bronzer à Queen sur le bord d'une villa. Puis là, il y a un gars à côté de moi qui a des espèces de longues palmes bizarres. Puis là, je regarde, je dis, c'est quoi ça? Là, je commence à lui poser des questions. Puis là, des palmes comme ça. Puis là, il m'explique, il commence à me parler d'un truc que j'ai jamais entendu parler avant, le spearfishing. Le spearfishing, la chasse en apnée. C'est que là, j'ai dit, ça sonne un peu bizarre, ton truc, mais ça a quand même l'air intéressant, tu sais. Là, de retour à Londres, je suis allée manger avec lui. Et puis, il m'a convaincue d'aller prendre un cours d'apnée. Fait que là, il commence à m'expliquer que tu descends le long d'une corde. J'ai un wetsuit, je suis pas tout nu. Je sais, j'ai l'air tout nu pour les gens qui sont assis en arrière. Tu descends le long d'une corde, en retenant ta respiration, puis tu essaies de descendre le plus profond possible. Moi qui ai peur de l'eau, je suis comme, non, c'est cute, mais c'est sûr, j'y vais pas. Mais un mois plus tard, j'étais dans un avion vers l'Égypte pour aller prendre mon premier cours d'apnée. Je le savais pas, mais ma vie allait changer. Le cours d'apnée, je l'ai trouvé correct. C'était pas, ça n'a pas été le coup de foudre, c'était vraiment pas comme, ça c'est vraiment merveilleux. Mais je regrettais pas d'être allée. Tu sais, je trouvais ça correct. Je me suis dit, bon, je suis contente quand même d'avoir essayé quelque chose de nouveau. Puis là, après ça, il m'a parlé d'aller faire un voyage de spearfishing. Puis là, lui, il me décrit ça comme étant, OK, là, on va être dans 200 mètres d'eau, puis là, tu vas faire des descentes, puis là, tu vas dériver avec le courant, puis là, le bateau, il va nous suivre, puis il va y avoir des requins, puis là, il faut que tu les tasses, puis là, il faut que tu tires un poisson. Moi, je suis comme, OK. No freaking way. Je suis allée à ton cours d'apnée, là, je pense que tu peux me lâcher. Mais finalement, un mois plus tard, me voici en route vers l'île de l'Ascension, qui est une île militaire qui est en plein milieu de l'Atlantique. Les semaines avant de partir, il m'envoie des vidéos YouTube en disant, OK, là, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses en cas où, comment faire un tourniquet en cas de morsure de requin, quoi faire pour se sortir d'un poisson quand tu te fais enrouler les jambes par un fil de pêche.
C'est que j'arrive là-bas avec les cernes jusqu'ici parce que j'ai passé la semaine avant de partir en regardant le plafond, en m'imaginant dans la bouche d'un requin féroce. On arrive là-bas, on atterrit, déjà je suis super nerveuse. Là, mes amis me disent « OK, on dépose nos valises, on part dans 1 heure sur le bateau. » Je suis comme « OK, pas le temps de niaiser, prends ton shooter et ta Anakin, fille, on s'en va pêcher dans 5 minutes. » Je suis comme « Ah! » Là, j'arrive dans l'eau, la météo était dégueu. Tu sais, quand l'eau est comme noire sur le dessus, il y avait des grosses vagues, il pleuvait. Là, j'étais assis en arrière du bateau, là, puis j'étais comme « Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? » Puis là, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai pris une respiration, puis j'ai sauté dans l'eau. Puis à partir du moment où j'ai sauté dans l'eau, tout était super beau. Il y avait la lumière qui passait à travers l'eau, puis c'était un paysage qui était honnêtement féerique. Puis là, j'ai commencé à faire des descentes. Parce que quand j'ai commencé à faire de l'apnée, ben c'est comme... C'est quelque chose, mais quand tu descends avec un fusil qui fait peut-être 130 cm de long, c'est un petit peu notre game. Fait que là, je me pratique. Là, je fais mes descentes, essayer d'un peu d'être à l'aise avec mon équipement. Encore là, il y a à peu près 150 mètres d'eau de profondeur. Je me sens très petite dans mes shorts et pas du tout confortable. Mais cette journée-là, j'ai tiré mon premier poisson. Puis cette soirée-là, on l'a fait cuire sur la plage devant un coucher de soleil en buvant de la bière. C'est un poisson qui n'est pas vraiment bon à manger, mais vu que moi j'avais attrapé, je l'avais trouvé extraordinaire. Puis d'ailleurs, étrangement, c'était un record mondial féminin. Parce que dans la vie, je me suis jamais vraiment considérée comme une fille extérieure. Mais me voici tout d'un coup à laisser tomber les beach clubs d'Ibiza pour aller faire du camping en Afrique dans les conditions les plus précaires afin d'attraper ma propre nourriture et de triper. Puis d'aimer ça, d'avoir les plus beaux moments de ma vie. Puis là, tout d'un coup, je découvre un monde qui est complètement nouveau. Donc, je découvre un monde où je mange la meilleure bouffe que j'ai jamais mangée de ma vie. Je découvre aussi un monde où je dépasse mes limites mentales et physiques à des points que je ne savais même pas qu'ils étaient possibles. Il est plus gros que celui-là. Donc, je découvre un monde où j'ai réussi à intégrer des communautés et puis à partager des poissons et des repas avec eux. Et puis, des endroits où un monde où mon impact écologique est vraiment à son minimum. C'est surtout un monde que je pensais qu'il m'était jamais accessible, surtout considérant à quel point j'étais terrifiée de l'eau. Valentine Donc, Thomas. En 2016, je me suis engagée pour tourner un documentaire en Afrique du Sud. Et filmer un peu un documentaire sur ma double vie en finance et puis en voyage de pêche. J'étais payée des peanuts. Ils m'ont payé genre 200$ pour 4 jours de tournage. Mais quand je suis revenue chez nous, j'étais assise à mon bureau. Là, je suis comme, attends, là, pourquoi est-ce que je vais travailler toute l'année pour me payer 2 semaines de vacances alors que je peux être payée pour faire ce que j'aime tout le reste de l'année? Là, il y a un petit déclic qui s'est fait. Puis à 28 ans, j'ai pris la meilleure décision de ma vie. J'ai décidé de tout plaquer et puis de partir à la poursuite de ma passion. Je suis partie en Floride avec mes 2 chiens saucisses, assise sur un nuage en pensant que me voici, me voilà avec la belle vie. J'avais peut-être 2000 $ d'économie. Après 2 mois, j'avais plus rien. Rendu à ce point-là, je dors dans mon auto, je vends du Kraft Dinner avec mes 2 chiens saucisses. Là, je suis comme, bon. Mais j'aimais quand même ça. Il y avait quand même un côté que tout d'un coup, je découvrais quand même une sorte de bonheur qui était complètement différent de ce que je m'étais toujours imaginé. Parce que la plupart des gens pensent que je passe mon temps à glander sur des belles plages et à manger du poisson. Ça m'arrive relativement souvent, mais c'est pas juste ça. Il y a beaucoup de gens qui pensent que je vis un rêve qui est complètement inaccessible au reste du monde. J'ai entendu dire beaucoup de choses à mon sujet. J'ai entendu dire que je devrais être très riche. J'ai aussi entendu dire que je devais avoir un sugar daddy. Je suis vraiment bonne en Photoshop. J'ai aussi entendu dire que je devais probablement être une prostituée pour me payer des si beaux voyages. Mais par exemple, on n'aurait jamais imaginé ça d'un homme. Parce que malheureusement, en 2020, c'est toujours commun d'attribuer le succès des femmes à des passe-droits ou autres. C'est toujours pas commun de nos jours de dire aux petites filles que si elles travaillent fort, elles aussi, elles peuvent devenir un Bill Gates. Donc après 3 ans, je gagne maintenant ma vie. Je viens de publier un livre en avril dernier. Pardon.
Et puis, je donne des conférences un peu partout dans le monde. Et puis, j'ai 1001 projets sur le feu qui me tiennent tous autant à cœur. C'est sûr que j'ai pris un pay job d'à peu près 80 %, peut-être même plus, mais j'adore ma vie. Donc, après 8 ans, l'océan, qui était ma plus grande peur, c'est devenu non seulement ma maison, mais c'est devenu ma passion et mon travail. Avant que je commence à attraper ma propre nourriture, j'ai jamais vraiment réfléchi à comment mon poisson s'était rendu de la mer jusqu'à mon épicerie au coin de chez moi. J'ai toujours eu accès à de l'argent ou à des supermarchés. Donc, pourquoi est-ce que j'ai décidé tout d'un coup de risquer ma vie pour attraper ma propre nourriture? Surtout alors que j'ai accès à tout du bout de mes doigts, 24 heures sur 24. Je pense que la plupart des gens ne pensent pas et ne réfléchissent pas à la manière dont leur nourriture s'est rendue jusqu'à leur assiette. Puis c'est normal. On a tout un mode de vie qui est effréné. On a des factures à payer. On court tout le temps de droite à gauche. C'est normal qu'on n'a pas le temps de penser à ce genre de choses-là. Puis de toute façon, je pense que ça convient pas mal à tout le monde. Les compagnies, eux, ils se font plus d'argent, pendant que nous, on peut manger notre hamburger de manière sans l'avoir un peu trop sur notre conscience. Avant que je commence à plonger, j'étais aussi beaucoup dans l'ignorance de ce qui se passait dans nos océans. C'est seulement en découvrant les fonds marins que j'ai découvert que, en tant qu'être humain, on n'est pas au-dessus de l'écosystème, mais on est en plein dedans. Oups, j'ai skippé une slide. On est vraiment en plein dedans. La proximité, c'est ça qui fait que l'humain se conscientise. Il n'y a personne qui va penser à partir une organisation sur le cancer de la rétine s'il ne connaît personne qui en souffre. Mais c'est la même chose avec les océans. Il n'y a personne qui va y penser vraiment avant que tu trébuches sur un pneu sur ta plage préférée à Cayo Coco ou que tu fais une nage le matin puis tu te cognes la tête sur une bouteille de plastique. Donc, c'est vraiment quand j'ai attrapé mon premier poisson que j'ai compris. J'ai compris ma place, puis j'ai compris que je devais changer mes habitudes de consommation. Donc, avec une population qui a maintenant 8 milliards, il est vraiment important d'avoir des nouvelles discussions. Premièrement, on doit savoir comment on se nourrit tous sans détruire nos océans. Comment on peut faire pour ne pas se concentrer sur seulement un petit nombre d'espèces, puis comment on peut varier notre diète. Et puis comment on peut régler le manque de transparence et la fraude de fruits de mer qui est en ce moment partout. Donc, en considérant que 46 % du plastique dans nos océans, c'est des filets de pêche. Que 2/3 du poisson qui est attrapé par année est rejeté à la mer mort, à cause des quotas ou à cause que la valeur marchande est plus basse. Ou que 61 % des poissons qui ont été testés à Montréal étaient mal étiquetés. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais si 61 % de votre viande était mal étiquetée, je pense qu'il y a du monde qui ne serait pas content. Donc, qu'est-ce que la durabilité veut dire? La définition la plus reconnue, c'est comment est-ce qu'on peut se nourrir en étant sûr que les générations prochaines puissent aussi se nourrir la même chose. Par contre, il y a un très, très large focus sur tout le côté qui est écologique, c'est-à-dire la population de poissons. Mais la durabilité, c'est vraiment un sujet sur lequel il faut s'attarder aussi sur le côté qui est économique et social. Donc, il faut penser aux gens pour lesquels la pêche fait partie de leur culture. Il y a énormément de données scientifiques en ce moment sur la durabilité. Puis il n'y a pas de solution miracle. Même dans les données scientifiques, il y a toujours quelqu'un qui a un angle. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui tient plus à cœur que d'autres choses. Donc malheureusement, on ne pourra jamais claquer des doigts, ni même prendre des décisions qui fait que ça va tout régler en même temps. Donc quand vous allez acheter des fruits de mer, je vais vous donner des petits trucs. Regardez la traçabilité. Avec ce qu'on trouve maintenant, tu peux regarder, il y a des seaux écologiques qui, eux, s'occupent de tracer les poissons exactement où ils ont été pris. Parce que le problème avec les fruits de mer, c'est que c'est attrapé dans le sud du Pacifique, après ça, c'est fileté en Chine, après ça, c'est mis en canne dans les Philippines, après ça, l'étiquette est mise aux États-Unis, ça sera au Canada, après ça sera au IGA, ça sera chez vous. Donc, c'est pour ça que c'est super important d'être capable d'avoir des fruits de mer qui sont tracés à la source exactement. Il faut faire attention à la fraude des fruits de mer. Même s'il y a des gens qui ont des bonnes intentions, malheureusement, avec les chaînes comme ça qui sont si longues, mais ça laisse la place à des gens malhonnêtes pour faire des trucs qui ne sont pas corrects. Donc, c'est pas parce que votre poissonnier il est pas gentil. Des fois, c'est parce qu'il se fait un peu prendre dans cette chaîne-là qui a malheureusement beaucoup de maillons faibles. Aussi, faites très attention aux produits qui se déclarent eux-mêmes durables. S'il y en a beaucoup.
Ça il dit Best Aquaculture Practices. Ah, OK. C'est qui a décidé ça? Toi? OK. Donc, faites vraiment attention que les gens qui se disent durables, qu'il y ait une raison derrière, qu'il y ait une organisation qui soit fiable derrière. Parce qu'on pense beaucoup aussi qu'en tant que consommateur, on n'a pas d'impact. Mais en fait, on a un impact. Et puis, de nos jours, acheter quelque chose, c'est l'acte politique le plus fort qu'on peut faire. Ce que vous achetez va être capable de dicter quel genre de traitement vous voulez pour la planète. C'est pas juste une tomate, c'est pas juste une canne de thon. C'est pas juste un filet de maquereau. En achetant des produits qui sont durables, vous dictez aux gens, au gouvernement, aux marchands, quel genre de planète que vous voulez. Et puis comment vous voulez que nos océans soient traités. Donc oui, nos efforts viennent à un prix. C'est sûr que des produits durables, ça coûte plus cher. Mais si c'est pas vous qui payez le prix, il y a quelque chose d'autre qui paye le prix. Donc qui paye pour votre tête de thon pas cher que vous achetez au IGA? Il y a l'océan qui paye, avec des filets qui sont énormes, avec des filets où il y a beaucoup de pêche accidentelle, avec des baleines, des requins, des dauphins. Puis si c'est pas ça, c'est des employés qui ont été exploités. Il y a beaucoup d'esclavage moderne dans les pêcheries de nos jours. Donc si c'est pas vous qui payez le prix pour le poisson, il y a quelque chose d'autre qui va le faire à votre place. Quelqu'un qui n'aura pas le choix. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire? Soyez pas gênés de poser des questions à votre poissonnier. Ça, c'est tous des l'éco-labels qui sont fiables. Vous avez la MSC, Oceanwise, WWF. Il y a une application qui s'appelle le Seafood Watch aussi. Je travaille sur une application, mais on s'en parlera plus tard. Il y a Greenpeace aussi qui a des beaux... mais encore là, il faut faire attention à genre Dolphin Safe sur une canne de thon, ça ne veut rien dire non plus. Donc, consultez ça. Trouvez des étiquettes de durabilité, encore là, par des organisations qui sont fiables. Et puis, soyez aventureux dans ce que vous mangez. Variez, demandez des nouvelles espèces à votre poisson. Achetez le poisson à la têtelette. Il va probablement être bon. Comme ça, vous allez réduire la pression sur les 4 poissons qui sont mangés principalement, qui sont le bar, le thon, le saumon et la morue. Alors, n'oubliez jamais qu'on ne travaille pas pour eux, c'est eux qui travaillent pour nous. Et puis que c'est notre responsabilité de demander en tant que consommateur que l'océan soit traité de manière respectueuse. Alors, merci.